Allez, c'est parti. 4, 3, 2, 1. Calling Station numéro 32, c'est parti. Calling Station. Et voilà, la Calling Station numéro 32, elle est bien partie. Elle est bien partie. Alors, pour la première fois, justement, dans cette émission, je vais recevoir non pas un joueur ou une joueuse de poker, mais quelqu'un qui occupe la fonction d'avocat, avocat au barreau de Paris, en l'occurrence. Et il s'agit d'Anouk Michelin. Bonsoir, Anouk. Bonsoir tout le monde. Alors, bienvenue tout d'abord dans Calling Station. Merci d'avoir pris un peu de votre temps. Je sais que vous avez un emploi du temps chargé pour venir nous parler du sujet de ce soir qui sera le statut du joueur de poker en France. Au préalable, j'aimerais qu'on se mette tout de suite d'accord ensemble sur une chose qui nous évitera peut-être certains quiproquos, mais aussi quelques railleries de la part de certains poker stratèges à l'esprit, disons, un peu taquin. Parce que les poker stratèges sont taquins. Et, c'est ce que j'ai vu. Oui. Alors, à côté de moi et à côté de vous, il y a aussi Mike qui est là, que je vais présenter, même si on ne le présente plus. Salut Mike. Salut Iti, salut Anouk, salut tout le monde. Voilà, tu peux confirmer que les poker stratèges ont un esprit des fois un petit peu taquin. Tu les connais bien. Je confirme. À propos, t'as pas oublié d'appuyer sur enregistrement ? Non, tout va bien, c'est fait. Mais tu as raison de me le rappeler, ça pourrait arriver. Alors, la convenance veut qu'on appelle maître un avocat, et cela même si celui-ci est une femme, on est bien d'accord, Anouk ? Absolument. Alors, il y a quelques ambiguïtés comme ça dans la langue française, et notamment en ce qui concerne la féminisation des mots et des noms de métiers. Alors, le féminin de maître étant maîtresse, cela pourrait évidemment porter à confusion, quoi. Voilà. Bon. Donc, une femme qui ferait le métier par exemple, de maître chien, je vous laisse imaginer ce que ça pourrait donner au féminin. Bon, voilà. Donc, alors, chère Anouk, comment souhaitez-vous que je vous appelle ce soir ? Alors, vous pouvez m'appeler maître si ça vous fait plaisir. Appelez-moi maître. Ensuite, vous pouvez m'appeler Anouk plus simplement. Il y aura pas de malentendu pour autant, je crois, puisque si je ne m'abuse, je dois être la seule femme en fait ici. Non. C'est faux. Femme. On a quelques représentantes de la gent féminine, oui. heureusement alors. Oui, on a des femmes tout à fait charmantes ici. Et oui, heureusement, oui. Elles sont pas en majorité, mais elles sont quand même assez présentes. Oui. Bon, tant mieux. Et c'est aussi le cas dans la profession d'avocat. On n'est pas en majorité, mais on est très nombreuses. Et il y a même des barreaux dans lesquels on est plus nombreuses que les hommes. Il y a quelques barreaux dans lesquels on est majoritaire. Et on a coutume de dire qu'il n'y a pas de sexe sous la robe. Ah, tiens, d'accord. Ok. Voilà. Ok, bon, alors comme ça. Pour répondre aux questions bien intentionnées de certains, il n'y a pas de sexe sous la robe. Et au barreau de Paris, ça se féminise de plus en plus. Et je ne vous parle pas de la magistrature pour laquelle on est obligé d'instaurer des quotas pour être sûr qu'il y ait quelques hommes qui survivent. Ah oui, carrément. Voilà. Et donc, vous êtes majoritaire. Oui, c'est vrai que dans ces professions-là, il y a énormément de femmes. Oui. Exactement. Alors, bon, juste une petite question avant de commencer à débattre du sujet. Je voulais savoir quand même au cas où, est-ce que vous jouez au poker ? Vous avez déjà joué au poker ? Alors, ça m'est arrivé, oui. Oui ? Ça m'est arrivé. Alors, je vais pas vous mentir et prétendre être une grande joueuse parce que ce serait faux. Mais je connais les règles de base et ça m'arrive de jouer de temps en temps dans différents endroits d'ailleurs, que ce soit en ligne, que ce soit entre amis ou que ce soit parfois dans les casinos ou dans des petits tournois.
Ah bon, ouais, c'est sympa. D'accord, très bien. Bon, bah, je vais donner la parole à Mike qui va vous présenter un petit peu l'architecture de l'émission, on va dire. Très bien. Et puis, on va commencer directement dans le vif du sujet. Voilà, à toi, Mike. À moi, tout d'abord, je voulais dire que on est là ce soir pour parler un petit peu, pour revenir sur le document que Anouk nous a créé. Parlant de ce document, je commence déjà par mettre le lien pour ceux qui l'ont raté. Il a été un petit peu l'initiative, c'est certains poker stratèges, il ne faut pas dire beaucoup, on avait posé les questions sur le forum de un petit peu ce qui se passait, si on avait des renseignements, surtout entre les joueurs, ils se posaient des questions, point de vue gain, point de vue risque, point de vue plein de choses depuis que l'Argel est arrivé. De notre côté, on a essayé un petit peu d'apporter des réponses, mais c'était pas toujours facile. Donc, vers le mois de, je crois, ça fait déjà quelques mois, je sais pas, octobre, novembre, j'avais annoncé dans le forum Diamant qu'on allait essayer de faire, d'avoir des experts demander un petit peu leur point de vue. Ce qui a été fait maintenant, ce document, il a été créé par Anouk et aussi par la société Dualis, qui sont en fait une société d'experts experts comptables, et donc pour avoir un petit peu le côté fiscal et un petit peu le côté juridique. Mais bien sûr, toujours avec un risque, c'est d'avoir beaucoup trop d'attentes. Certains d'entre vous ont eu déjà des réactions, oui, mais bon, le document, il n'a pas dit grand-chose de nouveau, des choses comme ça. C'est un terrain très nouveau, donc c'est aussi pour ça que je suis presque sûr que ce type de document, il est presque unique. À ma connaissance, j'en ai pas vu sur d'autres forums de poker ou des choses comme ça. J'ai pas vu d'autres avocats dire encore publiquement un petit peu ce qu'ils pensaient de la question. Donc, si ce document n'avait pas la prétention de répondre à toutes les questions, mais un petit peu d'entamer la discussion, il en va de même de cette émission. Et je commence tout simplement cette émission en disant qu'il faut bien penser à ce caractère un petit peu nouveau de la matière. Et c'est pas parce qu'on a un maître avec nous, un avocat avec nous, que vous allez trouver toutes les réponses assurément à toutes vos questions, mais on peut au moins essayer d'y apporter un peu de lumière et puis d'entamer ou de continuer la discussion qui était entamée. Ceci étant dit, il y en a quelques-uns de vous qui ont pris la gentillesse de lire ce document. Petite note personnelle, j'aurais attendu un peu plus de réactions, j'avoue. Ça nous a pris 4 mois à faire ce document et contrairement à, je sais pas ce que ça a l'air, mais je pense que il y a déjà pas mal d'informations pour certains d'entre vous. Et c'est vrai que je m'étais mis dans une petite idée que ça allait faire un peu plus de réactions, des choses comme ça. C'est pas le cas. Alors, comme je sais qu'il y en a, je sais pas, je vais pas monter du doigt, mais bon, l'un ou l'autre d'entre vous qui est très feignant, je parle pas d'Hercule parce que tout le monde le sait, mais peut-être que vous n'avez pas pris la peine de lire ce document, mais allez-y, je pense que ça peut être intéressant pour vous. Et puis, pour ceux qui ont lu et posé 2-3 questions, on va essayer un petit peu d'entamer, de regarder un petit peu ce qu'il y a à faire. Et puis, vous allez vite comprendre que c'est une matière qui est devenue vivante et qui va bouger très souvent pendant très longtemps. Bon. Alors, le sujet du statut du joueur de poker en France. D'ailleurs, ce statut, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ça existe ? Est-ce que ça n'existe pas ? On ne sait pas très bien où on en est là-dessus. Quelle est votre position, vous, Anouk, là-dessus ? Alors exactement, c'est un bon départ que de commencer par le titre du document, puisqu'effectivement, ce document a été intitulé « Le statut du joueur de poker ». Or, et c'est bien notre problème ce soir, ce statut n'existe pas et c'est en ça qu'on a un problème. C'est là qu'on rencontre d'ores et déjà un souci quand on réfléchit à la situation des joueurs de poker, c'est qu'il n'y a pas de statut de joueur de poker. Le joueur de poker n'existe pas comme étant une profession réglementée telle que pourrait l'être un consultant en quoi que ce soit. Ce statut légalement, il n'existe pas. Et c'est pour ça qu'on a des difficultés quand il s'agit de placer le joueur de poker dans une case ou dans une autre, qu'il s'agisse des règles auxquelles il doit se plier quand il joue, ou qu'il s'agisse des règles auxquelles il doit se plier quand il doit payer des impôts. Oui. Après, on est dans un flou artistique, là, quand même, un petit peu. Voilà, on est dans un flou artistique qui résulte, je crois que ça a été expliqué dans le document, du fait que traditionnellement, les jeux étaient plutôt régis par la voie de l'interdiction. Donc, au départ, on considère que le jeu peut être dangereux.
c'est ça la principale raison pour laquelle on a réglementé les jeux de hasard. Alors, on reviendra sur cette question de la qualification du poker comme jeu de hasard. Oui. Parce que c'est un peu le nœud du problème. Contrairement au bridge, qui lui, je crois, est considéré comme un jeu d'adresse ou quelque chose comme ça. Voilà, tout se discute effectivement sur la question de savoir si le poker doit être considéré ou non comme un jeu de hasard et comme tel, si on doit lui appliquer la législation qui s'applique en matière de jeu de hasard ou si on doit lui appliquer une législation qui a parfois trouvé à s'appliquer, comme ce fut le cas au bridge, à des jeux qu'on a considérés comme étant des jeux d'adresse. Et voilà. Alors, j'ai un peu de nouveau sur ce sujet, donc je pense que ça va peut-être faire réagir. Ouais, je pense que ça va peut-être faire réagir l'un ou l'autre de nos poker stratèges. Et de nos lecteurs. Il y en a pas. Je suis sûr, je devrais faire des interros. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas lu. On devrait peut-être commencer les interros E.T. dans Cunning Station. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui. Voilà. Là, il y aurait matière à mettre des zéros à peu près partout. Ouais. Ok. Alors, c'est simple. On va faire un petit sondage vite fait. On a 53 auditeurs. Alors, lu ou pas lu? Je vous pose les questions. Répondez. Voilà. Qui a lu? Allez. Lu, pas lu. Rutu, c'est un menteur, ou alors il n'a pas lu mais il pose des questions quand même. Ouais. Anouk, pendant ce temps-là, pendant qu'on voit les réponses, n'hésitez pas à vous rapprocher un tout petit peu de votre micro. D'accord. Ouais. Ok. Donc pas lu. C'est vrai qu'il y en a d'entre vous qui sont arrêtés à la photo. Alors c'est très sympathique, mais je dois dire, si ça peut être flatteur, c'était pas le but du Schmilblick. C'était pas le but du Schmilblick. Donc, effectivement, si on peut commencer par la première question, et Anouk se fera sans doute un plaisir d'y répondre. C'est vrai que je suis un dragueur, Hercule, si tu savais. Quand je prends une question à propos des gens qui ont lu ce document, évidemment, cher Anouk, est-ce que c'est dur de devenir avocat en étant une femme, sachant que votre infériorité naturelle doit forcément jouer en votre défaveur tout le long des études? Excusez-moi pour les toussements, c'est pas moi, c'est Aurélien. C'est Aurélien qui... C'est Aurélien qui vous dit bonjour et entre deux cigarettes. Bonjour Aurélien, faut arrêter de fumer. Bonsoir Aurélien. Merci pour les messages, d'ailleurs, 5 minutes avant l'émission, qui étaient fort drôles. Ok, donc voilà, un petit peu l'idée, on s'amuse, on se donne du mal à faire un document et puis voilà. Bon, allez, on va pas exagérer, c'est quand même une question, on va prendre ça sur le ton de l'humour, mais peut-être qu'il y a une réponse quand même. À la question de savoir si c'est dur de devenir avocat après 5 ans d'études. Alors, je crois qu'il a demandé. Non, c'était savoir, c'est surtout en étant une femme, alors que l'infériorité naturelle doit forcément jouer en votre défaveur. Ce cher Falbert qui a posé cette question, à qui j'ai proposé de venir la poser en direct, mais a priori... Il n'est pas là, d'ailleurs. Il a eu un petit... Il n'est pas là. Oui. Est-ce que Falbert est là? Mais il écoutera le podcast. L'émission est enregistrée. Je regrette l'absence de Falbert, à qui je me serais fait un plaisir de répondre que mon infériorité toute naturelle n'a fait que ma supériorité tout au long de mes études, puisque je crois que jusqu'à présent, j'ai terrassé quelques hommes sur mon passage, en tout cas en ce qui concerne les études. Je crois que j'ai majoré mon master 2 si je me souviens bien, et je crois qu'il y avait peu d'hommes derrière moi. Et ben voilà, vous voyez, voilà Falbert, voilà pour toi déjà. Le ton est donné. Je pense que ça va plaire à nos dames. Et finalement, vu mon introduction, je me demande si je vais pas l'appeler maîtresse. Ok. Donc voilà. Ok, un peu plus sérieusement, c'était pour essayer de répondre avec un petit peu d'humour à notre ami Falbert. Oui. Il y avait aussi d'autres questions. Il y avait quelques questions intéressantes que j'ai vues effectivement sur le thread de feedback, ouais. Voilà, que vous aviez engagé sur la discussion. Il y a eu notamment des questions d'Imhotep. Je ne sais pas si c'est celle-ci que vous vouliez Oui, on peut commencer par les questions d'Imhotep. Et de RCOS aussi. Il y a eu, je ne sais pas par quel bout vous voulez aborder la discussion, mais il y a eu des questions très intéressantes à aborder ici. Oui. Alors, est-ce que Mike, vous avez une préférence sur les questions par lesquelles on pourrait commencer? Alors, après celle de Falbert, évidemment, il y avait... combien pertinente, celle de Falbert. Il y avait Rurutu qui commence un petit peu à parler de déclaration des revenus. Je pense que ça va être un point, vous allez pouvoir y revenir tout de suite, c'est
la différence entre le fiscal et le juridique et à quel point ça se confond et ça se touche. La différence entre le fiscal et le juridique. Si vous voulez, pour commencer, le droit fiscal est un pan du droit, donc c'est du juridique. Je vais essayer de ne pas rentrer dans des détails trop techniques, parce que le premier détail qui importe en matière de fiscalité par rapport à des domaines juridiques différents, c'est la compétence des juridictions. Et ça va commencer à être technique, donc je ne vais pas m'éterniser parce qu'on va perdre une partie de notre auditoire si je m'éternise sur ce sujet. Mais d'abord, il y a une vraie question qui peut se poser sur la compétence juridictionnelle en matière de droit fiscal. On peut relever des compétences du tribunal administratif, de l'ordre administratif. Et ça va avoir une importance toute singulière lorsque je vous parlerai des quelques décisions qu'on a pu avoir sur la question. Et là, je rebondis, si vous me le permettez, sur la première question, je crois, qui avait été posée par Imhotep, c'est ça ? Oui. Si je n'écorche pas son pseudo, il me pardonnera, j'espère. Sa première question était de savoir s'il n'était pas prématuré de répondre à une question d'ordre fiscal vis-à-vis du statut des gains. Et à cette question, je vais répondre tout simplement si. Il est effectivement prématuré de répondre à une question d'ordre fiscal vis-à-vis du statut des gains. Et je ne sais pas si Imhotep a lu le document, mais s'il l'a lu, je me permets de lui redire ce que j'ai écrit et ce que j'ai essayé de transmettre au poker stratège. C'est qu'il est effectivement prématuré, tout simplement parce que le statut dont on parlait tout à l'heure n'existe pas, que parce que ce statut n'existe pas, on ne sait pas à quelle sauce les joueurs de poker pourraient être mangés s'ils devaient être mangés. Parce que finalement, en fait, comme vous disiez, on est dans le flou artistique. On ne sait pas si les joueurs de poker vont être mangés et on ne sait pas à quelle sauce ils vont l'être. Pour le moment, on ne connaît rien parce que la loi du 12 mai 2010, elle n'a eu pour objet que d'ouvrir à la concurrence un domaine de service qui est le poker en ligne. Et en premier lieu, c'est aussi ce que j'ai essayé d'écrire dans le document, ceux qui sont visés par la loi du 12 mai 2010, ce sont ceux qui fournissent les rooms de poker. Ce sont les fournisseurs d'accès, les fournisseurs de jeux en définitive, qui sont, comme je vous le disais, c'est lié à l'histoire du jeu et de la conception du jeu en France. Au départ, on part du principe que le jeu peut être dangereux. On part du principe que parfois on peut perdre les pédales quand on joue, qu'on peut perdre beaucoup d'argent, qu'on peut devenir que le jeu a une dimension addictive. Oui, c'est le problème de l'addiction. D'ailleurs, tout a été porté sur ce phénomène-là. C'est la prévention et l'addiction. Bon, absolument. Alors, on pourra peut-être en parler d'une manière plus philosophique. Est-ce que ça, c'est pas un prétexte, mais en tout cas, c'est là-dessus que tous les éléments ont pesé, quoi. Oui et non, parce qu'il y a des réalités quand même. Il y a quelques joueurs qui ont laissé leur plume aux tables de poker au casino. Ça, c'est évident. Après, effectivement, il ne faut pas faire des généralités parce que tous les joueurs de poker ne sont pas des joueurs invétérés. Tous les joueurs de poker ne sont pas là parce qu'il y a une addiction au jeu. Oui, surtout, mais en tout cas, ça existe. Des écoles comme Poker Stratégie ne forment pas des gens pour être addicts, mais au contraire pour maîtriser justement. Exactement. Voilà. Alors donc, ça, c'est une méconnaissance quand même du dossier aussi, quelque part. On va y revenir, mais ça, ce que vous dites là, tendrait à accréditer la thèse selon laquelle le jeu du poker ne serait plus véritablement un jeu de hasard. C'est vrai. Oui, absolument. Donc là, finalement, on se mordrait un petit peu la queue, puisqu'on reviendrait à dire que puisqu'on est capable de former des joueurs, ça veut dire que le poker, ça s'apprend, ça veut dire que le poker, ça se maîtrise. Et si le poker, ça s'apprend, ça se maîtrise, et que si la pratique a une influence sur les gains et les pertes d'un joueur, ça veut dire que le poker n'est plus un jeu de hasard. Et devient, par le fait, imposable. Et si le poker n'est plus un jeu de hasard, effectivement, on va commencer à discuter de la question de savoir si c'est un jeu et si les gains qui résultent de ce jeu sont imposables ou non par l'État français. C'est d'ailleurs, il y a quelques users, quelques poker stratèges qui avaient été un petit peu choqués par cette phrase du document qui disait « Les gains du poker ne sont donc pas a priori considérés comme des revenus et comme tels sont non imposables. » Alors, il y en a qui ont se dit « Ouais, je pense que le mot a priori, c'est pour ne pas avoir de soucis. » D'autres qui ont dit « Oui, ouais, mais c'est justement ce que je reproche en fait avec un smiley. » Après, je me suis peut-être trompé en espérant que ce document apporterait des réponses là-dessus. Dans le cas, c'est ma faute. Mais là, ça fait comme exactement un résumé des choses qu'on savait déjà sans se mouiller. Smiley, donc pas méchant, mais justement,
les joueurs de poker stratège ont encore l'impression de dire ouais, mais on sait toujours pas où on en est. C'est-à-dire. Mais non, on sait toujours pas. Voilà. Absolument, on sait toujours pas. Et je peux pas vous donner des réponses que je vais inventer et que je vais sortir d'un flou. Bien sûr. Ce serait d'abord pas professionnel de ma part, et puis ce serait surtout vous induire dans une marge d'erreur que je ne maîtrise pas. Aujourd'hui, je ne suis pas capable de vous dire si oui ou non, parce que en plus, il faut quand même préciser une chose. Il faut être conscient que le législateur fait et défait ce qu'il veut. Donc aujourd'hui, le législateur, à l'époque, le législateur avait interdit les casinos, avait interdit les jeux de hasard, avait interdit le poker, hors d'un domaine strictement réglementé, c'est-à-dire hors du monopole du PMU, hors du monopole de la Française des Jeux, hors des casinos pour lesquels il fallait une autorisation préfectorale pour obtenir un droit d'ouverture. Et pour la petite histoire, je vous précise que c'est pas un hasard s'il n'y a pas de casino dans les grandes villes, c'était à dessein. On avait décidé que les casinos ne seraient autorisés à être ouverts que dans les petites races campagnes pour forcer les vrais joueurs à devoir faire des kilomètres et pour éviter que les novices qui se baladent dans les rues rentrent au casino parce qu'ils ne savent pas quoi faire de leur après-midi. D'accord. Donc, il y a une réalité là-dessus. Et aujourd'hui, le législateur a décidé de revenir sur, je dirais, une partie de ce dispositif législatif d'interdiction et de monopole, parce que c'est dicté principalement par des raisons de concurrence européenne. Oui. Voilà, on a dit il faut ouvrir à la concurrence parce qu'on est dans un marché communautaire. Et donc on ouvre le poker en ligne à la concurrence. Et j'ai envie de dire, on ouvre la boîte de Pandore parce que du coup, on remet en cause un certain nombre d'acquis, parmi lesquels la question de l'imposition des gains, qui par tradition française, ont toujours été non imposables. Sauf que voilà, quand on s'aperçoit qu'il y a des joueurs qui jouent régulièrement, qu'il y a des joueurs qui gagnent régulièrement et qui gagnent de grosses sommes, qu'il y a des joueurs qui vivent du poker, je ne doute pas que finalement le législateur va finir par se saisir de cette question et par se la poser sérieusement pour savoir s'il n'y a pas quelque chose à faire du point de vue de la réglementation fiscale à l'égard de ces joueurs. Alors, très justement, Imhotep nous disait, pour l'instant, Bercy n'a rien précisé. Aucune affaire n'a été portée devant les tribunaux sur le cas du joueur de poker, à ma connaissance. Et alors là, je vais être obligé de contredire légèrement notre ami Imhotep. Et c'est peut-être même malheureusement, d'ailleurs. C'est peut-être même malheureusement, d'ailleurs, effectivement. Parce que Bercy n'a certes rien précisé, mais les tribunaux, eux, sont d'ores et déjà saisis d'un contentieux qui est patent. Et ont déjà, un contentieux qui est quoi ? Patent. Qui est patent. C'est un contentieux qui si tu veux, existe, quoi, qui pointe à l'horizon. Ok. Voilà. Si vous voulez, le fisc s'est déjà posé la question, s'est déjà gratté la tête et est déjà venu frapper à la porte de certains joueurs pour les imposer, tout simplement. Ah oui. Voilà. Et il y a une décision très récente qui est intervenue à la fin du trimestre de l'année dernière, toute fin 2010, et c'est une décision qui a été rendue par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Et au terme de cette décision de première instance, j'y reviendrai, ça a une importance, on apprend que le joueur de poker a été imposé, tout simplement. Alors ça, c'est un scoop, non ? Alors là, oui, je veux dire, au moment où on crée le document, c'était pas ça, quoi. Oui. Au moment où on crée le document, on est dans l'incertitude. Alors, pour ceux qui ont lu le document et pour ceux qui l'ont pas lu, je vous invite à le lire après. Le document disait ceci. Le document disait, et dit d'ailleurs, on se pose la question de savoir si le joueur de poker va pouvoir être imposé. En l'état, on part du principe que le poker étant un jeu de hasard et les gains des jeux de hasard étant jusqu'à présent non imposables, on part du principe que les joueurs de poker ne peuvent pas être imposables. En tout cas, pas sur leur revenu du poker, j'entends. Voilà, ça c'était le statu quo. J'ai presque envie de dire le statu quo ante maintenant. Et on s'interrogeait sur la question de savoir si demain le fisc décidait d'imposer les gains du poker, sur quel fondement le ferait-il ? Parce que vous n'êtes pas sans ignorer qu'on n'impose pas malheureusement, enfin tant mieux pour nous d'ailleurs, on ne peut pas imposer sans qu'il y ait une raison à cette imposition et que cette raison elle soit légale. Donc en France, on a plusieurs façons d'imposer les revenus, tout simplement parce qu'il y a plusieurs revenus. Il y a les revenus du salariat,
Donc, on impose les revenus, les salaires, et on impose aussi, sur le fondement de l'article 92 du Code général des impôts, je ne vais pas être barbante au point de vous rappeler les articles du Code général des impôts, mais on impose également ce qu'on appelle les BNC, les bénéfices non commerciaux. Non commerciaux, oui. Donc, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, entre, grosso modo, et là, pour ceux qui veulent des détails, vous irez lire le document, il y a a priori, toutes les dispositions ont été citées et bien citées pour que vous puissiez les avoir à portée de main. Les bénéfices non commerciaux, en fait, ce sont toutes les opérations lucratives. Oui, ce sont toutes il y a un plafond toutes les quand activités, même, hein. Voilà, toutes les activités qui rapportent de l'argent à un particulier, à une personne physique, ou même à une société d'ailleurs, et sur laquelle elle va être imposée. Il y a Rurutu qui dit toujours la même chose. Voilà, les BNC, s'ils dépassent le salaire, c'est en fonction du salaire. Parce que quand on cumule les deux, effectivement, il peut y avoir un problème. Effectivement, quand on est salarié et que par ailleurs on a d'autres revenus qui sont dégagés sur le fondement du BNC, la question va se poser de savoir sur quoi on va être imposé. Est-ce qu'on va être imposé sur les deux? Est-ce qu'on va être imposé alternativement? Alors ça, c'est des questions pour le coup très fiscales sur lesquelles je vais pas m'aventurer sur ce terrain-là c'est ce soir technique, avec vous. Oui, parce que voilà, on est sur des terrains de fiscalité assez sérieuses quand même, et je veux pas vous donner de réponses qui soient pas les bonnes. Mais on ira chercher un autre invité donc pour ça, un expert comptable. Pourquoi pas? S'il y en a vraiment que ça intéresse, on fera venir un expert comptable et puis on verra s'il peut aider. Ouais. Alors par contre, donc dans le document, voilà ce qu'on disait. On disait effectivement, on a deux possibilités pour le joueur de poker. Le joueur de poker, pour le moment, on ne sait pas comment on l'impose. Donc, de deux choses l'une. Soit on essaie de le faire rentrer dans les cases préexistantes, à savoir le salaire ou le BNC. Soit on lui crée une case. Alors, si on lui crée une nouvelle case, ça, moi, je vais pas faire. Je suis pas Madame Soleil. Je vais pas vous dire ce que le législateur va inventer. Voilà. Si on essaie de le faire rentrer dans une case, pour moi, la case la plus adaptée aux joueurs de poker aujourd'hui, c'est le BNC. Et c'est ce que j'ai dit dans la consultation, et c'est ce que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand vient de confirmer, puisque voilà un jeune homme qui se voulait joueur de tennis, et puis qui finalement trouvait que le poker c'était très sympa, et il a joué au poker beaucoup, puis il a gagné au poker pas mal d'argent. Et puis le fisc est venu frapper à sa porte en lui disant « Monsieur, vous gagnez des revenus qui sont imposables au titre des dispositions des articles 12 et 92 du Code général des impôts, autrement dit, sur le BNC. » Ok. Voilà. Qui est pas de, on va pas citer de nom, mais c'est pas un joueur professionnel de tennis. C'est pas mon fils, c'est pas Gaël mon fils. C'est pas un joueur. Non mais lui, non, on a parlé de joueur gagnant. Hein. On a parlé, mais pardon. Ça c'est pas. Non, mais c'est une plaisanterie. J'en avais pas sorti encore beaucoup, alors bon, voilà. Donc, Gaël, si tu nous écoutes, tu es le bienvenu dans cette émission. En l'occurrence, il ne s'agit pas d'un joueur de tennis connu. En plus, pour tout vous dire, je crois qu'il a largement délaissé sa carrière de tennistique au profit de sa carrière de joueur de poker. Donc, je crois qu'il ne sera jamais connu en définitive, en tout cas pas par le biais du tennis. Enfin bref, on peut peut-être le lui souhaiter. Mais en tout cas, voilà, il a été imposé et effectivement, il s'est défendu et il a saisi une juridiction. Et il a d'abord fait ce qu'on appelle un recours gracieux, puisque c'est ce que je vous disais tout à l'heure, comme on est en matière fiscale, on relève de l'ordre administratif et non de l'ordre judiciaire. Et donc là, il y a des procédures un peu particulières. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est technique et puis parce que c'est finalement pas encore intéressant pour les auditeurs. Mais il a donc d'abord fait un recours gracieux et puis n'ayant pas gain de cause auprès de l'administration fiscale, il a saisi une juridiction en disant, voilà, moi j'ai été imposé, or... pour moi, il n'y a pas de motif pour m'imposer parce que c'est pas un revenu, parce que c'est un jeu de hasard. C'est légitime parce ce qu'il dit, oui. Absolument. Et en fait, cette décision, elle reprend l'argumentation qu'on a développée dans le document, tout simplement. Elle reprend un état de fait qui est le suivant. Moi, j'ai un jeu qui est un jeu de hasard. J'y joue et je sais que normalement, quand je joue à un jeu de hasard, je ne suis pas imposable. Ça n'est pas ma profession. Ça n'est pas une profession. Et ça n'est pas la mienne, ça n'est pas une activité professionnelle, c'est une activité que j'exerce de façon comme un hobby, si vous voulez. Et puis, j'ai pas les charges qui sont afférentes à une profession, etc., etc.
Donc voilà, toute l'argumentation qui a été invoquée par le requérant, qui est en l'espèce donc ce joueur de tennis qui a été imposé, sont en fait l'argumentation qu'on a reprise dans le document. L'argumentation qu'on a déjà donnée dans le document. Sauf que voilà, les juges administratifs lui ont répondu qu'au terme de l'article 12, l'impôt est dû au titre... et au terme de l'article 12 et de l'article 92, l'impôt est dû au titre de toute occupation, exploitation lucrative ou source de profit qui ne se rattache pas à une catégorie telle que le revenu. Et que dans cette mesure-là, l'administration fiscale a le droit de considérer qu'il s'agit là d'un revenu. Il s'agit là d'une source de revenu, d'un bénéfice non commercial. Alors, il est édifiant de lire dans la décision du tribunal administratif que l'administration fait valoir en défense que le jeu de poker ne saurait être regardé comme étant un jeu de pur hasard dans lequel un aléa permettrait de remporter des gains, dès lors que l'habilité et la stratégie dans la pratique de ce jeu sont nécessaires pour accroître de façon importante la possibilité de gain. Ah oui, mais alors ça rentre en contradiction totale. C'est ça, oui, voilà. Avec un petit peu l'article qui définit le poker comme un jeu de hasard, sur lequel s'applique un petit peu l'Argel pour se permettre de réguler tout ce qui se passe au monde du poker. Où est-ce que je me trompe ? Exactement, bah oui. Alors, voilà ce que j'allais vous répondre. Aujourd'hui, on en est où ? On en est au fait qu'on a une décision. À ma connaissance, il n'y en a qu'une jusque-là, et je vous la donne en exclusivité ce soir, c'est celle de fin 2010 qui vient de tomber, et du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Dans cette décision, on lit quoi ? On lit que l'administration est fondée à imposer des joueurs parce que le jeu de poker ne saurait être regardé comme un jeu de hasard. Alors, cette décision, elle est un peu bouleversante pour les joueurs de poker, et je sais pas quelles sont les réactions en ce moment parce que je les ai pas sous les yeux au moment où je parle. C'est mais un choc, là, ils sont tous morts là, je crois. C'est un choc, il y a un ou deux survivants, mais le reste. Je vous ai perdu, je suis désolée. C'est un choc là. Peut-être que je vous ai assommé avec cette nouvelle. Non, mais au contraire, c'est très intéressant. Je veux en savoir plus. Pour pas couper parce que c'est vachement intéressant. Non, mais il y a des Imhotep qui demandent il y a eu appel ou pas ? Oui, il y a déjà eu appel. Alors, ça a déjà été. Non, c'est ce que j'allais vous dire. J'allais vous dire, c'est une décision qui va avoir une certaine onde de choc dans le milieu, parce qu'effectivement, c'est la première fois à ma connaissance, et c'est la seule à ma connaissance, où on peut lire noir sur blanc qu'on peut imposer un joueur de poker sur le BNC. En revanche, je tiens à relativiser quelque peu cette décision, parce que d'une part, c'est une décision de première instance qui, à ma connaissance, n'a pas encore fait l'objet d'un appel. Mais je ne doute pas que les requérants aient interjeté appel de cette décision. Je souhaite d'ailleurs qu'ils l'aient fait, ne serait-ce que pour faire avancer le débat. Après, il est possible qu'ils ne l'aient pas fait. Pour le moment, j'ai pas de moyen de le savoir, mais j'essaierai de vous tenir au courant si ça vous intéresse, si ça intéresse les poker stratèges. Donc ça, c'est la première des choses. C'est une décision de première instance, et il peut y en avoir d'autres des décisions de première instance qui disent d'autres choses. Et surtout, il peut y avoir une décision à terme du Conseil d'État, c'est-à-dire, si vous voulez, la Cour de cassation de l'ordre administratif, qui viennent mettre un peu d'ordre dans tout ça et donner une décision sur laquelle on pourra vraiment s'appuyer pour dire quel sera l'ordre, quel sera l'état de la jurisprudence en France. Pour le moment, on n'a qu'une petite décision d'un tribunal administratif. C'est un peu tôt pour crier au loup, mais voilà, il faut quand même en prendre conscience et en prendre connaissance et en prendre conscience. Après, la deuxième raison qui me pousse à dire qu'il faut quand même attendre d'avoir une décision avec un écho plus important, c'est qu'effectivement, cette décision, à moi, elle me semble être en totale contradiction avec les termes de la loi du 12 mai 2010. Il semblerait. Pourquoi ? Parce que la loi du 12 mai 2010 donne une définition bien précise, et singulièrement le décret qui concerne le poker qui a été publié, je crois, en juin, quelque chose comme le 19 juin ou le 20 juin 2010. Le décret qui concerne le poker définit le poker comme étant un jeu de hasard. C'est écrit noir sur blanc dans la loi. Oui. Or, moi, il me semble qu'on a un contre-raisonnement quand on a un juge qui vient nous dire, un juge de tribunal administratif, et qu'importe d'ailleurs, quand on a un juge qui vient nous dire l'administration peut imposer parce que le poker ne saurait être regardé comme un jeu de hasard, pour moi, c'est ce qu'on appelle, dans le jargon, vous me pardonnerez, une jurisprudence contra legem. C'est une jurisprudence qui va contre la loi. Parce qu'en l'état, la loi du 12 mai 2010 dit que le poker est un jeu de hasard. Pour un noob comme moi, le point de vue juridique,
Est-ce qu'il n'y a pas une petite faille est-ce qu'ils ne peuvent pas s'en sortir? Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre le fait que ce soit un tribunal administratif? Est-ce que ça fait une différence ou est-ce que... Non, alors le fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, le fait que ça soit un tribunal administratif, c'est tout simplement une compétence juridictionnelle qui est appelée par la matière. Si vous voulez, on est en matière fiscale, donc c'est l'administration fiscale qui exerce ses pouvoirs et qui impose le contribuable, tout simplement. Et du coup, parce qu'on se trouve en face de l'administration fiscale dans le contentieux, on relève de l'ordre juridictionnel administratif. Donc ça veut dire qu'on est obligé, si on veut faire du contentieux contre le fisc, on est obligé de se retrouver devant les juridictions administratives et donc devant le tribunal administratif, puis la cour administrative d'appel si on fait appel, et en dernier lieu le Conseil d'État qui est la cour de cassation de l'ordre administratif. D'accord. Alors, voilà. Bon, moi, derrière, je vais vous donner mon sentiment comme ça. Hein. Alors là, justement, moi, je suis aussi un béotien en matière de droit. Mais je joue un peu au poker, je regarde un petit peu, je me suis intéressé un petit peu à ce document PDF, j'ai lu pas mal de choses, j'ai regardé un petit peu ce qu'a écrit Largel, des choses comme ça, et je sens une grande hypocrisie là-dedans. Ce que vous venez de décrire, c'est contre une loi, enfin, je veux dire, c'est écrit noir sur blanc, vous l'avez dit. On trouve le moyen quand même d'essayer de détourner ce qu'on a écrit soi-même. Ce que je disais tout à l'heure sur l'addiction, c'est ce qui est vrai pour certaines personnes, mais ce qui est faux quand même pour la majorité des poker stratèges, par exemple. Derrière, il y a quand même un but un peu mercantile, on dirait. Et je vais vous citer, parce que je ne vais pas résister à ça, une déclaration de Jean-François Villotte, qui est le président de l'Argel. Une petite phrase qu'il a dit, si je me trompe pas, sauf erreur de ma part, parce que je peux me gourer, mais je crois que c'est au cours des vœux qu'il a présentés cette année. Alors, bon, c'est une petite citation, on va dire que je peux tirer ça hors contexte, etc., mais je peux pas lire tout le discours non plus, au sujet des gens qui gagnaient de l'argent en ligne. Alors, il dit, je cite, « C'est une idée fausse. On ne va pas gagner sa vie en jouant sur Internet, pas plus en paris hippiques sportifs qu'au jeu de poker. » Et donc, c'est signé Jean-François Villotte, président de l'Argel. Donc, c'est encore en contradiction avec ce qu'ils viennent de faire. Donc, c'est un peu bizarre. Je voudrais quand même lui dire, cher président, que je respecte tout à fait votre fonction, que je ne mets pas en doute vos capacités, vos compétences d'une manière générale. Je suis sûr que vous êtes un homme brillant, mais permettez-moi de vous dire que sur ce sujet, vous vous trompez. Voilà, des exemples, on en a ici plein, et il serait assez judicieux de retravailler votre dossier. Vous êtes invité à cette émission, vous le savez, pour en débattre, si vous le voulez, démocratiquement, si le cœur vous en dit. Voilà. Mais alors là, c'est un point intéressant en fait, Iti, parce que ce qui se passe maintenant, c'est que ça fait des années que les joueurs de poker se battent pour quoi? Pour dire le jeu de poker, c'est pas un jeu de hasard. Exactement. Et moi, je suis le premier à l'avoir fait parce que dans mon ancien boulot, j'ai organisé des tournois de poker un peu partout et j'ai eu moi aussi affaire à des avocats, plein de monde côté allemand qui voulaient m'interdire de faire des tournois de poker. À chaque fois, c'était un petit peu dur. Et puis, parce qu'ils me disaient que c'était un jeu de hasard, c'est pas un jeu de hasard, patati patata. D'accord. Donc moi, je me suis battu personnellement, investi beaucoup d'argent avec des avocats pour prouver que c'était pas un jeu de hasard. La plupart des joueurs de poker ont fait la même chose ces dernières années. Alors maintenant, s'ils nous font le coup de dire que si c'est pas un jeu de hasard, c'est imposé, ça va pas durer longtemps à ce qu'on se mette tous d'accord pour dire si, c'est un jeu de hasard. Je veux dire, c'est assez amusant, mais... Ouais. Exactement. Le problème, il est là, c'est qu'antérieurement, la seule façon de jouer au poker, si je puis me permettre de le dire comme ça, légalement et librement, c'était de prétendre que le poker n'était pas un jeu de hasard. C'est vrai. Donc, effectivement, l'ensemble des joueurs, l'ensemble de la communauté de joueurs s'accordait pour dire mais le poker n'est pas un jeu de hasard. Absolument. Et c'est pourquoi on ne doit pas relever de la législation des jeux de hasard et de l'interdiction qui en découle. Alors, c'était l'idée générale qui se dégageait sur tous les forums de poker avant le vote de la loi. C'était le seul moyen pour pouvoir jouer sans pouvoir jouer sans tomber sous le coup du monopole et de l'interdiction. On est tout à fait d'accord. Donc les joueurs de poker criaient d'une seule voix qu'effectivement le poker n'était pas un jeu de hasard. Et maintenant
que de la qualification de jeu de hasard, puisque le jeu a été, entre guillemets, légalisé en ligne, et ben maintenant, effectivement, la vapeur s'est inversée. Et maintenant, c'est l'administration qui va crier qu'effectivement, ça n'est pas un jeu de hasard et que comme tel, c'est imposable. Et tandis que de l'autre côté, les joueurs de poker vont s'évertuer à expliquer que c'est un jeu de hasard et que comme tel, ça n'est pas imposable. Voilà. Donc ça va être encore un peu du n'importe quoi. Voilà, mais si vous voulez, là, on sent bien que chacun essaie de tirer la couverture à soi. Et c'est pourquoi je disais, et si je peux me permettre de rebondir sur la déclaration que vous citiez tout à l'heure, Iti, tout simplement, rebondissez. Il faut attendre. Je crois qu'il y a un vrai facteur temps dans le débat qu'on est en train d'avoir. Il faut laisser le temps au temps. Et je crois que le législateur va prendre le temps de regarder comment ça se passe. Et il y avait eu une question pertinente qui avait été posée, qui était de savoir si l'Argel avait le droit de communiquer des données à d'autres organismes tels que l'administration fiscale. Ouais. Et ça, c'est une vraie question. Parce que il est là le cœur du dispositif, c'est qu'on est dans une phase où on a autorisé le jeu en ligne pour les joueurs. Pour le moment, les joueurs ne sont pas concernés. Pour le moment, seule la législation concerne principalement, si je peux le dire ainsi, les fournisseurs de rooms de poker. Mais on a quand même un dispositif dans lequel on ressent l'œil de Moscou, quoi. On cherche à pouvoir contrôler et à pouvoir communiquer sur les données qu'on va pouvoir retirer de ces contrôles. Ben, voilà. Donc, on a l'Argel qui peut communiquer à l'administration fiscale, qui peut communiquer à l'administration douanière et vice-versa. Voilà, donc c'est quand même un gros pouvoir. Quelle est la position de la CNIL là-dessus? Vous êtes au courant? De la CNIL, si vous voulez, pour le moment, on est sur une autorité administrative indépendante qui collecte des données qu'elle est autorisée à collecter et même qu'elle a le devoir de collecter légalement. Pour le moment, la CNIL ne peut pas dire grand-chose. Les données qui sont collectées là, elles sont collectées pour des motifs d'intérêt généraux qui sont la santé publique, le contrôle de l'addiction au jeu, le contrôle du blanchiment d'argent, parce qu'il ne faut pas oublier que le poker, c'est quand même le centre, finalement, c'est quand même le carrefour auquel se rencontrent plusieurs vices. J'espère qu'il. Il les cumule, lui, il les cumule. On a un représentant qui pourrait, voilà, il représente tous les vices du joueur de poker moyen. C'est Hercule, voilà, qui est dans le chat. Exactement. Donc, comme on est à un carrefour où plusieurs vices se rencontrent, on essaye de mettre des petites caméras à toutes les portes, histoire de voir ce qui se passe d'un côté comme de l'autre. Comme pour le terrorisme, c'est sûr. Oui. Exactement. On essaye de voir comment ça se passe du côté des fonds qui transitent. Alors après, il ne faut pas oublier aussi une chose, et ça c'est dit dans le document aussi. Il y a aussi, l'idée est aussi de protéger le joueur de poker dans cette loi. Je sais que ça va, pour certains, ça va paraître... c'est bien qu'on en parle aussi, parce que on a tendance tout le temps à râler. Donc, voilà, donc quand l'Argel est sorti, on a tous, c'était tous tuer l'Argel, machin, tout ça, ok, tuer l'Argel. Maintenant, bon, l'Argel est là, ça dérange plus grand monde. C'était l'Argel m'a tué, en l'occurrence. La première des peurs, c'était on ne pourra plus jouer au poker, il n'y aura plus de trafic. Bon, c'est plus le trafic comme avant, comme au .com, machin, mais on a encore assez qui peuvent jouer, puisque la preuve en est, il y en a encore qui se posent la question maintenant de leurs gains et des choses comme ça. Donc, on peut jouer. Donc, maintenant, l'Argel s'est un peu passé derrière. Maintenant, on se pose les questions de la fiscalité, des choses comme ça. Donc, on essaie d'y répondre, mais c'est vrai qu'aussi, il faut voir un petit peu ce côté positif, parce qu'il y en a un qui a été amené par l'Argel. Donc, je vous laisse finir. C'est un petit peu, justement, chercher à protéger le joueur. Mais oui, il faut quand même pas perdre de vue cette donnée qui est importante. C'est que j'imagine que vous ne vous sentez pas concerné quand on parle d'addiction, quand on parle de dérapage, quand on parle de vice. Enfin, en tout cas, je parle du vice du jeu. Pour les autres, je ne sais pas. En parlant de ça, il y a Falbert qui vient de nous rejoindre. Non. Bonjour Falbert. Falbert, tu arrives. Je suis ravi de te rencontrer, Falbert. Tu arrives un peu tard, mais oui, c'est dommage. Oui. Mais tout ça pour vous dire, parce que c'est important quand même de le souligner, le but est quand même d'agir aussi, je le dis bien, dans l'intérêt du joueur. Et réglementer l'offre du jeu, ça a aussi un intérêt pour le joueur. Ça a l'intérêt de forcer les services à être professionnels, à être compétents. Ça a l'intérêt de forcer les services à tracer l'argent,
à savoir où va votre argent, à pouvoir vous rendre votre argent quand il y a un problème. Et c'est dit aussi dans le document, il y avait c'est très une positif, question. Ça, bien sûr. Faut pas être complètement négatif et monothéiste. Il faut reconnaître ce qui est bien. Et ça, c'est une très bonne chose pour nous. Cette protection est tout à fait salvatrice, hein, on est d'accord. Et du point de vue, je pense sincèrement que du point de vue des objectifs de santé publique et de protection du joueur en termes de jeu, quand on parle des dérives qu'il peut y avoir en termes de perte d'argent, en termes d'addiction, l'idée qu'on peut se faire de tout le monde peut gagner sa vie au poker, c'est pas faux. Il faut souligner que cette idée n'est pas vraie. Et tout le monde ne gagne pas sa vie au poker. Moi, je m'y risquerais pas. Et il faut pas aussi non plus que les mineurs, par exemple, qui sont dispersés sur des sites légaux ou illégaux d'ailleurs, puissent se perdre dans ce genre d'environnement. Oui, la protection et je pense que c'est vrai. De ce point de vue-là, il n'est pas négligeable et il faut le souligner. Il y a un intérêt général, au sens juridique du terme pour le coup, à ce que ce genre d'activité soit contrôlée. Et l'objectif et la mission de l'Argel, c'est aussi ça. C'est aussi ça, mais indirectement. C'est-à-dire qu'ils sont pas, l'Argel n'est pas directement responsable de contrôle de l'addiction, parce que si on contacte l'Argel, ils vont nous envoyer à ça, mais l'Argel est responsable plutôt de la protection du joueur par rapport aux rooms, par rapport au danger que les rooms représentent. Là, je suis obligé un petit peu de le corriger, parce que il y a une volonté de protection de l'addiction qui est faite par l'État et qui, sur plusieurs étapes, mais l'Argel, dans sa fonction première de protection du joueur, c'est une fonction de protection du joueur par rapport à la room sur laquelle il joue. Oui, mais pas que. Voilà. Pas que. Mais c'est ça il y a une fonction subsidiaire aussi qui est de dire on surveille les comportements, on surveille le fait qu'il n'y ait pas des mineurs qui jouent. Ça peut être de la santé publique. Ouais, ok, bien sûr. Voilà. Et ça, c'est quand même, ça me semble, d'un point de vue personnel, ça me semble effectivement aussi important. C'est très important. Nous sommes complètement d'accord là-dessus. Mais c'est aussi, mais c'est tout à fait personnel. On va pas débattre de ça ce soir. C'est pas le sujet. C'est légèrement hypocrite. Parce que on prend ça comme un prétexte pour surveiller des données personnelles, etc. Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que bon, on devrait faire à ce moment-là du cas par cas, ce qui est impossible. On est d'accord. Voilà, c'est exactement ça. C'est ce que j'allais vous répondre. Vous avez raison en un sens, parce que effectivement, prétexte pris de la santé publique, parfois, on s'autorise, et c'est vrai dans tous les domaines de la société civile. C'est pas vrai que pour le poker. Prétexte pris du terrorisme, on va finalement. C'est une généralité dans cette époque, de cette époque. Hein. C'est pas uniquement le poker. Exactement. Après, voilà, pour tout simplement répondre aussi à la question de la CNIL, je vous répondrai que malheureusement, la CNIL fait une espèce de balance entre les intérêts pour déterminer le moment à partir duquel on dépasse, je dirais, l'espionnage autorisé. Les bornes. Pour parler. Bon, allez. Voilà. Tout simplement, cet équilibre en matière de poker, il se trouve là. Il se trouve entre les intérêts du joueur, qui doit jouer sur une room sécurisée, qui doit jouer sur une room qui respecte certaines règles, sur une room qui collecte des données sur les joueurs, qui identifie les joueurs avec lesquels elle joue, qui ne laisse pas passer de l'argent sale, etc., et qui protège le joueur en termes d'addiction, qui veille aussi au comportement. Parce que moi, pour le coup, vous me demandiez si je joue parfois. Les quelques fois où j'ai joué, à l'époque, sur des rooms de poker, que ça soit PokerStar, que ça soit Full Tilt, que ça soit Everest, il n'est pas rare de voir des mecs disjonctés dans le chat qui est sur le côté en disant, voilà, il y a des types qui parfois deviennent fous, quoi. Oh, mais c'est pire aujourd'hui, hein. Ça, alors là, nous qui fréquentons les rooms françaises, on peut vous dire que le chat, alors là, c'est autant sur les .com, de temps en temps, il y avait des mecs qui disjonctaient. Aujourd'hui, c'est devenu n'importe quoi. Il n'y a pas un jour, personnellement, quand je joue, où je ne vois pas une insulte, des gens qui se traitent de tous les noms, etc. Enfin, c'est folklorique. C'est Frenchies, ça. Ah oui, c'est Frenchy. C'est assez Frenchy. Là, oui, ça doit être pareil chez les Italiens, j'imagine. Bon, c'est assez latin, finalement, même si on n'est pas un peuple latin, vraiment. Mais je suis sûr qu'en Suède et en Norvège, ils sont beaucoup plus sympas entre eux. Je suis pas sûr. Ok, une petite question parce que pas au niveau des 3 bêtes et des 4 bêtes. Oui. Parce que bon, c'est assez compliqué tout ça, mais s'il y en a qui viennent d'arriver, qui n'ont pas suivi qu'en fait il y a eu une décision de justice qui, pour la première fois, a condamné un joueur de poker en partant justement sur
je ne suis pas un juriste, donc je vais faire attention à ce que je dis, mais l'imposition des BNC, un truc dans le genre. Ouais. Alors, je vais juste apporter une rectification. C'est pas qu'elle a condamné, c'est plutôt que... Parce que le sens dans lequel ça va se passer, et ça peut être intéressant, c'est que l'administration va vous réclamer de l'argent au titre de l'imposition sur le BNC, et qu'après, ce sera à vous d'aller vous défendre de cette imposition. Donc, si vous voulez, c'est un peu... En plus... Non, on ne va pas commencer à faire peur à tout le monde. Voilà ce qui s'est passé. Voilà. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a un... BNC, il y a quelqu'un qui demande BNC, qui n'était pas là, BNC. Bénéfices non commerciaux. Voilà. Okay. Alors, dans le document, c'est référencé à l'article 92 du Code général des impôts. Ok. Pareil, encore une fois. Et là, je fais, avant qu'on continue, juste... j'ai dit en début d'émission que j'avais été un petit peu déçu du manque de réaction par rapport aux documents. Je dois dire que je suis super content de voir que dans le chat, ça se passe bien, qu'il y a plein de questions d'ailleurs à lesquelles on n'a pas pu ça réagit beaucoup, hein, oui. Ça réagit beaucoup. Ça me fait un peu du bien parce que je me dis, bon, bah alors, est-ce qu'on a répondu à côté de la demande des poker stratèges? Et là, je fais une petite aparté parce que c'est vraiment, vraiment important pour nous. Si vous avez encore des questions, si vous avez des choses si vous voulez répondre là-dessus, je vous donne encore le lien du thread sur ça. C'est vachement important. Je vous explique tout simplement pourquoi. Parce que payer des honoraires d'un avocat qui est très sympathique, c'est bien, mais pour ça, il faut que je puisse aussi dire que ça intéresse la communauté. Alors pour l'instant, c'est vrai que quand on allait dire tiens, on aimerait bien faire un petit peu régulièrement, essayer de répondre aux questions juridiques par un avocat, quand je suis allé voir le Big Boss et je lui ai présenté la réaction un petit peu, il m'a dit bon, bah, ça intéresse personne. Alors je lui dis non, je pense pas que ça intéresse personne, mais c'est compliqué. Donc si vous avez vraiment des questions que ça vous intéresse et vous voulez qu'on établisse un espèce de service, un petit peu, on essaie de répondre à vos questions, n'hésitez pas à venir reposter et ranimer un petit peu ce thread parce qu'on en a besoin pour avoir des émissions qui apparemment vous intéressent quand je vois ce Skype. Cette émission, ce chat. Ok, voilà, j'ai coupé, mais c'est vachement intéressant. Et à mon avis, et pour ça, je ne peux pas se faire comme ça. Bon, eh ben voilà. on rassure tout le monde, on est d'accord, Anouk, que ce n'est pas terminé cette histoire. Il n'y a pas une condamnation, il n'y a pas de jurisprudence, de choses comme ça. Alors si. Si. Ah bon, alors attention, justement. Ce que je vais vous répondre sur ce point, et je vais peut-être un peu me répéter, mais parce que en même temps c'est technique, donc moi j'ai peut-être mal compris, moi aussi. Non, mais je vous prie, c'est ce que j'allais dire. Je vous prie de m'excuser si parfois c'est un peu trop technique, et n'hésitez pas à me faire répéter parce que. Non, mais au contraire, mais c'est de toute façon un débat compliqué, technique. Nous, on n'a pas fait de droit, donc c'est vrai qu'on peut aussi ne pas avoir bien compris, mais voilà. Et c'est pour ça que vous expliquez très bien. Je rebondis sur ce que Mike disait. Effectivement, il y a des questions qui vont encore rester sans réponse, malheureusement, ce soir, soit parce que je n'ai pas les réponses claires et définitives, mais surtout, je rebondis sur ce que disait Mike tout à l'heure. Il disait que c'est une matière qui a vocation à évoluer. Et je le vérifie encore maintenant, puisque voilà, on a posté le document il n'y a pas très longtemps, et j'arrive ce soir, j'ai déjà une nouvelle décision dont je peux vous faire part, et qui apporte des premiers éléments de réponse. Vous me demandez maintenant si c'est une décision qui fait jurisprudence. Alors, je vous réponds tout simplement oui. Une décision de justice, c'est une jurisprudence. À la question de savoir si ça va faire jurisprudence, il va falloir qu'on prenne le temps, il va falloir qu'on attende de savoir si effectivement appel a été interjeté de cette décision. Autrement dit, est-ce que le jeune homme à qui on a dit vous avez payé vos impôts et vous les deviez, donc on ne va pas vous les rendre, ce jeune homme a-t-il fait appel de cette décision, qui est un jugement qui pour le moment lui est opposable? S'il a fait appel, il va falloir qu'on attende la décision de la Cour administrative d'appel. Et une fois qu'il aura une décision de la Cour administrative d'appel, s'il a interjeté appel, il aura encore la possibilité éventuelle de se pourvoir en cassation. Voilà. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu, il y a plusieurs degrés de juridiction. On a le premier degré qui est le tribunal administratif, enfin en tout cas en matière administrative, on a le premier degré qui est le tribunal administratif qui vient de nous rendre cette décision. On aura peut-être, il faut l'espérer, en tout cas je l'appelle de mes voeux, une décision de la Cour administrative d'appel qui viendra dire si elle pense que oui ou non le tribunal a bien jugé. Et après ça, on pourrait encore, et c'est aussi ce que j'appelle de mes voeux, avoir une décision du Conseil d'État qui viendrait nous dire voilà, juridiquement, cette décision, elle est fondée ou elle n'est pas fondée. Et quand le Conseil d'État aura déjà donné un coup de marteau, là, on aura quand même une vision beaucoup plus claire d'où on va. D'accord. Donc, alors moi, j'interviens tout de suite. Une chose.
Jocal, je sais que c'est de l'humour, machin. Allez, la rendre encore 6 mois et on sera tous broke. Ça fait maintenant presque 1 an et demi qu'on se connaît, plus ou moins. Tous. Et je veux dire, ce que j'aimerais, c'est justement pas qu'il y ait une espèce de panique qui s'installe. Parce qu'il n'y a pas raison d'avoir panique, mais au contraire, qu'on reste justement sur essayer d'avoir des informations, voir ce qui se passe. Donc, il n'y a personne qui va être broke à cause de ça. Il y a quelqu'un qui a dit plus haut, le mec, c'est toujours la même chose. Les gens qui se plaignent d'avoir à payer beaucoup d'impôts, c'est des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Exactement. Il faut pas oublier ça non plus. Donc, il y a quelqu'un qui a dit plus haut, celui qui gagne vraiment beaucoup d'argent, qui doit se poser la question s'il veut payer ses impôts en France ou pas. Quand on gagne 30 000 euros par mois, on peut choisir de déménager ou pas. Bon, ça, c'est un choix que fait chacun. Mais il ne faut pas l'oublier non plus. Donc, ce que je veux, c'est attention, il ne faut pas partir en panique. Ça, c'est vraiment une chose importante. Surtout, moi, ce que j'allais vous dire, alors, je ne sais pas si c'est une bonne ou si c'est une mauvaise nouvelle, j'en sais rien, je vous laisse me le dire. Mais tant qu'on est imposé sur les BNC, ça veut dire que vous n'êtes pas plus imposé parce que la nature de vos gains, c'est un gain de poker. Ce que je veux dire par là, c'est que si le législateur se décidait à créer un régime autonome qui serait celui qui s'applique aux gains du poker, eh ben, on ne sait pas à quel taux on serait imposé. Oui. Et ça, je peux pas le garantir. Okay. Et en plus, maintenant, une question générale qui revient un peu tout le temps, mais ils veulent prendre des impôts sur mes gains. Alors, qu'est-ce que je peux déclarer quand je fais des pertes? Exactement. Oui, exactement. Alors, mais il y a une double ambivalence aussi, c'est parce qu'il y a déjà des impôts à la source quand même aussi. Hein. Le REC est important sur les Room FR. Hein. Voilà, donc exactement. Il y a aussi déjà maintenant c'est la question de savoir, faut faire attention parce que tout ce qui a été dit, alors là je suis pas sûr que je dise pas une bêtise, mais on a dit par exemple l'Argel s'occupe un peu des rooms. La question c'est de savoir le REC, vous avez l'impression que vous payez un REC, vous payez des impôts, mais en fait vous payez peut-être pas des impôts. Là je suis pas sûr de dire, mais je réfléchis. Vous payez. C'est un impôt à la source quand même. Vous payez, non, parce que quand vous jouez sur une salle de poker, vous payez en fait des services. Un service, oui, d'accord. En payant le REC, vous payez des services à la room de poker parce qu'elle vous donne la place pour jouer. Oui. Et c'est la room de poker qui paye une taxe. Qui, elle, est imposée là-dessus. Qui est imposée en payant une taxe. C'est donc indirectement. Sur les revenus qu'elle touche en prenant du REC des joueurs. Ouais. Donc, c'est la room qui paye une taxe. Pour l'instant, il n'y a pas de joueur qui paye de taxe. Donc, si la room veut rajouter là-dessus une taxe sur le joueur, je ne vois pas ce qui, en théorie, l'imposerait. Donc, je ne vois pas ici de dire. Bon, techniquement, j'en sais rien. Allez, excusez-moi. J'ai peut-être dit une bêtise. Non, mais justement, c'est intéressant. On va laisser parler la technicienne. Allez. Non, mais là où vous avez tout à fait raison. Et c'est aussi pour ça que je voulais relativiser cette décision dont je vous ai parlé ce soir, parce que si cette décision interpelle, c'est aussi parce que c'est pas si simple que de dire j'impose vos gains. Parce qu'effectivement, dès l'instant qu'on est qu'on entre dans un système, effectivement, et c'est écrit dans le document, donc je vous invite à vous y reporter, ça voudra dire que vous pourrez déduire vos pertes, ça voudra dire que vous pourrez déduire vos frais, ça voudra dire que vous pourrez déduire éventuellement vos investissements, que vous serez peut-être soumis à TVA, etc., etc. Et par exemple, ce que vous payez pour accéder au service qui vous permet de jouer, si on doit considérer que c'est un gain et que c'est un revenu, c'est une charge, c'est un frais. Oui, alors ça serait comme une profession libérale. Et ça sera déductible, exactement, ça sera comme une profession libérale. Et pour le coup, je peux en parler. Ben oui, non, mais j'ai aussi aidé dans ce cas-là. Et, voilà. Exactement. Ouais. Si le fait que vous devez payer des frais pour avoir accès à l'exercice de votre profession, moi c'est mon cas, je suis obligé de payer des cotisations à l'ordre, etc., etc. C'est le cas des médecins qui payent des cotisations à l'ordre des médecins, etc. Et bien ça, ce sont des charges qui doivent, comme telles, être déductibles. Donc, c'est pourquoi j'attire l'attention de toutes et de tous et de toutes. Cette décision, elle est intéressante parce qu'elle déroule un raisonnement que nous avons déjà mené. Elle déroule les deux raisonnements opposés, si vous voulez. Et c'est en ça qu'elle est intéressante, cette décision. Parce qu'elle déroule le raisonnement du joueur qui dit « Attention, pour moi, c'est un jeu de hasard, ça n'est pas mon activité principale, ça n'est pas une activité professionnelle, je ne l'exerce pas en tant que professionnel, etc., etc. » Et on a le raisonnement de l'administration fiscale de l'autre côté, qui consiste à dire vous en tirez un revenu, vous n'avez pas d'autre activité parallèle, vous en tirez un revenu significatif, etc., etc. En conséquence, c'est un revenu, c'est un BNC, je vous impose.
Alors, on a le tribunal qui, pour le moment, a donné raison à l'administration fiscale, mais je doute vraiment que le débat s'arrête là. Et je dis d'ailleurs, je doute, mais je suis certaine que le débat ne s'arrêtera pas là. C'est pourquoi il faut effectivement pas que tout le monde panique. Il n'y a pas de raison de paniquer. Ouais. Et en plus, et je suis obligé d'intervenir parce que là, Kojika, tu rentres absolument dans le truc. C'est un peu dire, excuse-moi, mais tu dis un peu n'importe quoi. Et là, c'est pas du tout ce que je veux qu'il ressorte un petit peu de cette émission et qu'après les gens se précipitent sur le forum et commencent à dire un petit peu des absurdités qui n'en sont pas. Je veux dire. Et il vient de prendre un bad beat, Kojika. Oui, d'accord, mais c'est vachement important parce que c'est aussi un petit peu. On est la communauté de pokerstrategy.com, la communauté Poker Stratège, elle a aussi du poids. On dit des choses, machin, on dit des choses intéressantes quand il y a des gens qui se placent sur le forum. Ça. Donc, si quand on coupe cette émission, la première chose à faire, c'est le forum, trop l'essayer, c'est la panique, on va tous être broke, c'est la taxe, ça, c'est vraiment pas le message qui est en train de faire passer ici. Donc, j'espère que franchement, vous allez prendre 5 minutes pour prendre du recul, pour écouter ce qu'on vous dit. On vous dit qu'il y a une décision qui a été prise, qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, et pas aller raconter et à partir dans la chose qui est toujours la plus facile. Ah, ça y est, on va tous être broke, ils viennent nous taxer. Mais on vous a fait un document où tout est écrit, on essaie de répondre à une question. Moi, je vous demande sincèrement de prendre 5 minutes pour réfléchir et pour dire, posez vos questions, posez vos inquiétudes, mais pas commencer à mettre des rumeurs, à rouler et des machins, parce que c'est faux. On a vu ce qui s'est passé il y a 6 mois à cause de l'Argel. En plus, Kojika, tu vois, c'est vrai, toi tu dis, c'est vrai, tu t'en fous, tu joues en Belgique. Ok, bah, c'est bien, c'est bien. Je veux dire, je veux pas juger n'importe qui ou quoi que ce soit. Je veux dire tout simplement, je vous demande, s'il vous plaît, de faire un petit peu la part des choses entre les faits qu'on vous dit, avant de prendre juste une information pour aller faire une rumeur. Ça y est, on va tous être broke, C'est pour ça que j'espère on vous a donné un document écrit où il y a marqué, on vous donne la possibilité de poser vos questions, poser vos inquiétudes, on essaie d'y répondre. Et si votre analyse à la fin, c'est de dire bon, c'est bon, c'est la fin du poker, ok, mais il faut que ce soit le résultat d'une analyse et pas juste tout simplement parce que ça fait cool d'aller dire voilà, ok, ça c'était une petite aparté personnelle mais qui me tient à cœur parce que je pense que tout le monde sait lire et tout le monde sait ce qui a été dit et il ne faut pas tomber dans la facilité de dire un peu tout et n'importe quoi. Mike, okay. on arrive à la fin de l'émission. Ouais, je voulais juste encore, il y a une question quand même. Moi aussi, j'avais une question aussi. Vas-y, pose la tienne si tu veux. Vas-y. Ouais. Il y a quand même une question. C'est quelqu'un, comment il s'appelle ? Je ne sais plus, qui voulait savoir dans le cas de ce joueur de quelle somme d'argent on parle. Je ne sais pas si cette information donnée. On parle de quelqu'un qui gagnait. Qui va gagner 1 000 euros par mois ou quelqu'un qui a des millions ou quelqu'un qui a fait 40 000 euros parce qu'en pensant que c'est pas pareil parce qu'évidemment il y en a qui se posent la question est-ce que je vais être concerné ou pas, mais ça je sais pas si c'est donné dans le alors je suis pas sûr d'avoir compris précise la question. Plus la question. Pour quel argent, pour quelle somme d'argent ce cas a été ouvert, celui qui a été. Oui, d'accord. Quelle somme d'argent le jeune homme qui a été imposé. Alors, je crois pas que ce soit dans la décision. Je crois pas qu'on ait dit à hauteur de combien il a été imposé. Enfin, il a été imposé sur le BNC. Mais je ne sais pas combien il gagnait. Je ne sais pas sur quelle somme de gain il avait. C'est vrai que ça aurait été bien de savoir, mais bon, on ne sait pas, Hein. Mais à la limite, je pourrais vous tenir informé. Alors, je rejoins Mike, ce que Mike disait tout à l'heure. Si ça vous intéresse et s'il y a une demande de votre part, on pourra réfléchir de l'autre côté avec Poker Strategy à un suivi sur ce genre de décision-là. Ne serait-ce que pour savoir, par exemple, parlons de la loi Hadopi vite fait, si celui qui a téléchargé 3 fois dans sa vie un fichier, entre parenthèses, illégal, et celui qui télécharge 3 milliers de fichiers par mois, c'est pour savoir si c'est un joueur de poker qui avait gagné 1 000 euros ou un qui avait gagné 100 000, c'est pas la même chose, quoi. Donc, alors, à cet égard, je vous invite encore une fois à vous reporter au document, parce que un des autres problèmes qui va se poser quand il va s'agir de taxer les joueurs de poker, il est celui que vous soulignez à l'instant. Si moi je joue une fois demain et que je gagne 1 million, et que vous jouez tous les jours, donc vous avez effectivement ce qu'on appelle une activité régulière, mais que vous gagnez pas 1 million dans votre année, il va y avoir une différence de traitement entre deux personnes. Ça, toutes ces questions, elles passent par la question du critère. Sur quel critère on va considérer ? Et sur quel critère, oui.
on va considérer qu'un joueur est un joueur qui tire des revenus réguliers du poker. Sur quels critères on va considérer que le poker est exercé comme une activité professionnelle? Sur quels critères, voilà, etc. À partir de quel moment? Est-ce que vous jouez tous les jours? Est-ce que vous jouez une fois par semaine? Est-ce que vous jouez tous les mois? Est-ce que vous gagnez 10 000 par mois? Est-ce que vous gagnez 1 000 euros par mois? Est-ce que vous gagnez $10 à chaque fois que vous jouez? Vous jouez une fois par an? Vous jouez tous les jours? Voilà. Il va y avoir des vraies questions. Et ces vraies questions-là nous empêchent pour le moment de donner une réponse ferme et définitive aux questions que vous vous posez. Oui, parce qu'elles ne sont pas prévues légalement encore. C'est pas prévu par la loi. Voilà. Il n'y a pas de réponse. C'est pour ça que je vous dis, dans cette décision, elle est intéressante. Et si vous voulez, je pourrais effectivement vous donner les extraits les plus pertinents de cette décision. Parce que effectivement, on se dit, tiens, voilà un juge qui nous dit, il y a plus d'aléas parce que la pratique du poker, finalement, est importante pour déterminer le type de gain. Mais encore une fois, c'est pas si simple parce que si vraiment je veux être taxé sur le BNC, ça veut dire que je déduis mes frais professionnels. Encore une fois, je tiens une comptabilité, j'entre dans un système. Tout à l'heure, j'ai vu sur le chat, quelqu'un a dit, alors mon ordinateur, est-ce que c'est un frais professionnel? Est-ce que ce sont des frais professionnels? Oui, si vous devez être taxé sur le BNC, tout ce qui vous sert à exercer votre profession doit être considéré comme une charge, comme des frais. Donc, si vous achetez un ordinateur, par exemple, vous pourrez le déduire de vos frais. Ah oui, ça sert à... Exactement. Et donc, ça, ce sont des données qui devront être prises en compte et qui ne le sont pas pour le moment, tout simplement parce que... et là, je reviens sur les questions qu'Imhotep avait posées sur le chat. Il disait, est-ce qu'il faut d'ores et déjà que je conserve l'historique de mes gains et de mes pertes par précaution? Eh bien, j'ai presque envie de lui dire oui à Imhotep. Parce que, dans le doute, ne pas s'abstenir, quoi. Exactement, parce que finalement, ça mange pas de pain. S'il a la possibilité de les garder, finalement, c'est pas plus mal. Et puis surtout, parce qu'il pourra les déduire, ses pertes. Ouais. Et que savoir aussi qu'à partir du moment où... Mais dans l'hypothétique, attention, pas qu'il y ait quelqu'un qui arrive dans l'émission et dit « Ah, il pourrait réduire ses pertes » et qui dise attention, faudra écouter le podcast. Hein. Mais voilà. Ce que je veux dire par là, et je vous invite vraiment, ceux qui l'ont pas lu, ou même si vous l'avez lu, à le relire, peut-être après qu'on ait eu cette conversation, peut-être certaines choses vous paraîtront plus claires. Mais quand on dit, voilà, aujourd'hui, le joueur de poker, il est nulle part. Donc, on réfléchit, on est dans la réflexion. Alors, s'il doit être quelque part, où est-ce qu'il peut être? Alors, il peut être dans le BNC. Mais alors, s'il est dans le BNC, d'accord, alors ça veut dire qu'il doit agir comme un professionnel libéral, par exemple. Donc, ça veut dire qu'il doit tenir une comptabilité. Ça veut dire qu'il peut déduire des frais, etc., etc. Ça veut dire qu'il sera imposé à tel taux. Ça veut dire qu'il doit se payer une sécurité sociale. Ça veut dire tout ça. Il y a des vraies implications. Si on considère aujourd'hui qu'il y a... le joueur de poker doit être imposé sur le régime du BNC, il y a des vraies implications. Et en amont de cette question-là, il y a à partir de quand on considère que le joueur doit être imposé sur le BNC. Et là, on est vraiment dans le débat. Alors pourquoi est-ce que moi je suis un jeu de hasard ou pas? Est-ce que moi je joue à un jeu de hasard ou pas? Oui, non. À l'égard de la loi du 12 mai 2010, indéniablement, je crois qu'on doit dire que oui. Mais vous voyez, aujourd'hui, j'ai une décision de 2010 qui me dit que non. Et voilà, pour moi, c'est contestable d'un point de vue juridique. Maintenant, pour le moment, c'est la décision qui a été rendue. Et puis surtout, je veux dire, à partir de quel moment ça va être considéré comme étant mon activité principale? À partir de quel moment ça va être considéré comme l'activité au terme de laquelle je gagne ma vie? Voilà. Et là, tout est permis, quoi. Parce que est-ce que c'est une activité régulière? Alors oui, d'accord, mais si je joue tous les jours et que je gagne $1, c'est une activité certes régulière, mais c'est pas mon revenu. Et il y a une question intéressante qui avait été posée. Quelqu'un a dit, et si moi j'ai une profession par ailleurs et que je joue tous les soirs au poker et que je suis un tel bon joueur que tous les soirs je gagne 500 € et qu'à la fin du mois, ça me fait une somme rondelette qui s'ajoute à mon revenu, est-ce que là je suis imposable? Toutes ces questions-là vont se poser, inévitablement. Ok. Alors, pour le moment, je peux pas m'aventurer sur le terrain de la réponse divinatoire. Oui, parce que c'est ça, c'est encore, on ne sait pas quoi. Mike, oui, tu voulais dire quelque chose? Je voulais dire qu'en fait, voilà, c'est ça, que ça pose encore plein de questions et que on n'avait pas la prétention de pouvoir répondre à toutes les questions, mais au moins, je pense que vous nous l'accorderez qu'il y avait une nouvelle information qui vient de tomber. Oui. Donc, ouais, non, mais c'était vraiment très intéressant. Assez intéressant. Donc, je pense que j'espère que ça aura permis l'un ou l'autre, je sais pas, peut-être pas d'apprendre quelque chose d'autre, mais d'avoir moi, j'ai appris en tout cas. Une autre vision des choses, et puis peut-être
peut-être de se poser la question s'il faut lire le document ou pas. À propos du document, je vais le mettre en PDF imprimable. Oui, ça serait pas mal ça, ouais. Ça serait sympa, ouais. Je vais le mettre au plus tard demain. Oui. Je peux que relancer mon appel si ça vous intéresse vraiment. J'ai besoin de trafic dans ces forums de feedback pour montrer OK, il y a vraiment un intérêt. On peut encore essayer de monter quelque chose là-dessus. Sinon, posez vos questions, on essaiera d'y répondre au coup par coup. Et puis là où on peut, on essaiera d'aider. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je tiens déjà à laisser le mot de la fin à Haïti. Mais j'ai une dernière question, j'avais dit, avant de finir. Okay. Oui. Et puis on va finir. Je voulais juste savoir, la loi elle va être revue comme toutes les lois après 18 mois. Donc c'était mai 2010, là, donc ça va être à la fin de l'année. Oui, exactement. Vous avez raison de souligner ça. Il va y avoir je voudrais savoir florilège de rapports qui vont. Voilà. Alors, à votre avis, qu'est-ce que vous sentez ? Est-ce que vous avez des pistes ? Est-ce que d'abord, vous pensez qu'il va y avoir une révision de la loi ? Et si jamais, alors évidemment, on ne peut pas non plus. Vous n'êtes pas Madame Soleil. Et puis il y a cette décision de justice qui n'est pas encore claire parce qu'elle n'est pas aboutie encore. Donc vous ne pouvez pas le savoir. On le sait bien. C'est pas ça. Hein, je ne demande pas une affirmation. Mais si jamais, d'abord, est-ce que vous pensez ça, que la loi va vraiment être réétudiée, etc. D'une part, et la deuxième chose, si elle était réétudiée et qu'une loi était votée qui soumettrait les joueurs à un impôt, c'était Ecovalence qui disait ça d'ailleurs, qui posait cette question, est-ce que cette loi s'appliquerait rétroactivement ? Ah oui, alors voilà une question. Voilà, c'est la question pour finir qui va durer bien sûr 2 secondes à répondre. Mais oui, mais 1, 2, c'est parti. T'avais qu'à pas parler pendant 5 minutes pour rien dire. Donc d'accord. Alors là, c'est ce que j'allais dire. Ça, c'est loin d'être une question à laquelle je peux répondre en Est-ce qu'elle est intéressante, cette question, ou pas ? Non, comme toutes tes questions. C'est bien sûr une question intéressante et je pense qu'elle vous intéresse particulièrement parce que la question, en fait, c'est est-ce que vous pouvez être taxé pour ce que vous avez gagné précédemment ? La rétroactivité de la loi fiscale et sur les points com, par exemple, hein, non, complique pas trop, on reste tranquille. Bon, d'accord, okay, on reste sur le point .fr, d'accord. D'abord, je vous renvoie tous et toutes au document sur lequel on a traité un petit peu de cette question. La question, évidemment, elle va se poser. Est-ce que s'ils votent une loi, est-ce qu'ils vont pouvoir m'imposer sur ce que j'ai gagné précédemment ? Alors, je vais essayer de répondre aussi simplement et rapidement que possible. Il n'y a qu'un pan de la loi qui soit définitivement et fermement non rétroactif, c'est la loi pénale. C'est la loi des crimes et des délits, en somme. Cette loi-là, le principe constitutionnel veut que lorsque le législateur prend une nouvelle loi qui fait un nouveau crime, elle ne peut pas rétroagir. D'accord. Voilà. Maintenant, il y a d'autres domaines. C'est le seul domaine qui est reconnu comme étant constitutionnellement non rétroactif. Maintenant, il y a d'autres pans pour lesquels on considère qu'un impératif de sécurité juridique empêche une rétroactivité. Et, comme vous le disiez, je ne vais pas prophétiser, je ne vais pas m'aventurer, mais je l'ai écrit dans le document, donc je vous le redis ce soir. Moi, j'ai du mal, en tant qu'avocat, à concevoir qu'on puisse faire rétroagir une loi qui viendrait désormais imposer, que ça soit au titre du BNC ou pas, ou d'un régime autonome, une nouvelle catégorie de contribuables. Pourquoi ? Tout simplement parce que, par exemple, pour ne raisonner que sur ce qui existe déjà, et donc pour ne raisonner que sur la catégorie du BNC. Comme je vous le disais, quand on veut imposer des gens au BNC, il y a une comptabilité qui doit être tenue. Et il y a des frais qui peuvent être déduits. Et il y a tout un tas de charges qui doivent être payées. Et quand on ne sait pas qu'on est imposable au BNC, on n'a pas d'obligation de tenir ce genre de comptabilité, on n'a pas d'obligation de tenir ce genre de payer ce genre de charges et de s'y intéresser. Donc moi, ça me paraîtrait très largement discutable que de faire rétroagir une telle loi qui viendrait désormais imposer les joueurs de poker. Alors, d'un point de vue juridique, pour moi, c'est très largement discutable. Maintenant, il n'est pas impossible que la loi puisse rétroagir, tout simplement parce que la loi fiscale peut parfois rétroagir. Mais elle ne peut rétroagir qu'à condition de ne pas avoir des conséquences manifestement excessives et surtout de ne pas être des conséquences pratiques manifestement excessives. Or, qu'est-ce que vous appelez excessive ? Alors ça, effectivement, c'est tout le flux artistique. Bon, Iti, tu vas nous faire chier toute la soirée.
Non, mais j'ai trouvé. Qu'est-ce que vous appelez excessif ? Ça pourrait être ça. Pour moi, en l'occurrence, on serait très précisément dans un cas où la rétroactivité d'une loi fiscale qui viendrait dire les joueurs de poker sont imposables sur leurs gains au titre du BNC, pour moi, c'est très précisément une loi qui, si elle est rétroactive, aura des conséquences manifestement excessives. Parce que ça voudra dire qu'il faudra venir voir chaque joueur de poker pour lui dire combien tu as gagné en 2000, combien tu as gagné, sur quelle room, en quelle monnaie, combien tu as perdu, combien tu as payé pour jouer. C'est matériellement, ça serait matériellement très compliqué. Non. Matériellement, c'est tracé aujourd'hui informatiquement. Ouais, Aujourd'hui, je parle, oui, bien sûr. Oui. Eh oui, mais sauf que si on vient dire de rétroactivité. Rétroactivement, ça veut dire aussi potentiellement avant la loi du 12 mai 2010. Avant la loi du 12 mai 2010, c'est pas tracé. J'osais plus en parler parce que Mike me dit que c'est un peu trop compliqué, qu'on va y passer la nuit, quoi. Oui, parce que on va couper. Je pense que. Oui, mais bon, c'est quand même un sujet important, quoi. Je suis content de voir que je suis content de voir qu'il y a plein de questions. Il y a Titès qui pose aussi des questions qui sont, mais il y en a beaucoup qui posent des questions. Donc je suis content de les lire ces questions. C'est vrai qu'on aimerait bien essayer au moins d'apporter des buts de réponse. Alors quand il parle comme ça, Mike, c'est qu'il va essayer de faire une conclusion la plus rapide possible. Ça va nous prendre 1/4 d'heure, 20 minutes. Non, et puis après, il va nous dire c'est la fin de l'émission. Voilà. Et puis il va me dire allez, tu coupes, Piti, tu coupes. En gros, c'est comme ça que ça va se passer. Je vous le dis. Bon, j'espère. En tout cas, j'espère que je vous aurai pas. Bon, allez, je vous dis la vérité, c'est que un coût très cher de l'heure et j'avais booké juste pour 1 heure et là on dépasse. Ouais. Donc là, je commence à transpirer, donc on s'arrête. Et je précise que, comme je l'aurais précisé d'ores et déjà, je suis en horaire de nuit. Donc il est quand même en plus, c'est ça. Moi, j'ai un dépassement aussi, Mike, tu sais. Moi, vous me bombardez avec vos questions sur la rétroactivité de la loi fiscale, je suis obligé de vous dire que ça va vous coûter cher. Bon, ça sera le mot de conclusion, je pense. Mike ira régler ses comptes avec Korn directement à cause de cette émission que tu salueras. Vous voyez plus Mike sur le forum la semaine prochaine, vous saurez pourquoi. Il a coûté trop cher à Poker Stratégie avec son avocat. Voilà, c'est ça. Par contre, j'espère quand même que j'ai été assez compréhensible et que je n'ai pas été trop barbante pour non, alors vraiment, alors barbante, non. D'ailleurs, la femme à barbe n'était pas présente dans cette émission. Alors moi, preuve à l'appui, vous avez vu que j'ai pas de barbe. Oui, justement, c'est pour ça. Falbert, d'ailleurs. En dehors de votre photo, vous avez été tout à fait charmante et vraiment très explicite. Je pense que je sais qu'on n'a pas pu développer. Ça veut pas dire qu'on n'en fera pas une autre émission pour continuer quand on aura d'autres éléments éventuellement. Moi personnellement, j'ai trouvé votre prestation tout à fait à la hauteur et agréable. J'espère que tous les poker stratèges seront de mon avis, même Falbert. Qui j'espère est encore là. Et j'ai qu'un mot à dire, c'est merci. Écoutez, je vous en prie, tout le plaisir a été pour moi, c'était très sympa. Voilà, et merci aussi à Mike d'avoir fait l'intermédiaire parce que je ne vous connaissais pas. J'ai pu, grâce à lui, faire votre connaissance et ça me fait plaisir. Cette émission, je pense, apportera beaucoup à nos interrogations dans le futur et j'espère qu'on va pouvoir développer et mettre aussi des conclusions sur des interrogations bientôt, quoi. Écoutez, je l'espère. J'espère qu'éventuellement j'aurai de bonnes nouvelles à vous apporter à la lumière des prochaines décisions qui tomberont. Et si ça vous intéresse, faites-le savoir à Mike et puis qu'on assure le suivi de ce genre de polling station et de ce genre de documents qui peuvent vous être utiles, voire intéressants, voire on ne sait pas, peut-être salvateur, parce que si certains d'entre vous doivent commencer à tenir des comptabilités, peut-être qu'il faut vous le dire. Oui, bien sûr. On verra tout ça. Bon. Okay. Donc, vous avez compris les poker stratèges. Si vous voulez qu'on en débatte et que Mike se fasse pas trop engueuler, réagissez un petit peu. C'est très simple. Pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, j'ai besoin de beaucoup de feedback dans ce trade pour avoir vraiment l'occasion de pouvoir travailler un peu plus avec Anouk. Et si ça marche dans les 3 semaines, je vous dirais calmez-vous sur feedback pour pouvoir discuter négociation prix avec Anouk. Donc voilà, on fait comme ça. Voilà. Aujourd'hui, vous mettez le pâté pour que
que je puisse avoir des fonds et dans 3 semaines vous calmer pour qu'elle me coûte pas trop cher. Ouais. Bon, d'accord. Ouais, plus vous avez de questions, plus vous me faites passer de temps. Ouais, voilà. Sujet, hein. Ok. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, j'espère que ce sera un podcast sympa. Et puis voilà. Donc, Iti, c'est comme d'habitude, c'est toi qui as le mot de la fin. Bah, le mot de la fin, je l'ai. Merci les poker stratèges. Je l'ai dit déjà. Merci Mike. Petit jingle. Et puis, bah, évidemment, je vais envoyer le jingle de fin. Merci encore 1000 fois Anouk pour votre intervention. Et puis, je vous dis. Merci à vous tous. Merci à vous pour vos questions pertinentes ou drôles. Et drôles. Pour certaines et pour certains. Et puis à très bientôt, j'espère. Ok, à très bientôt. Ciao tous les poker stratèges et je vous dis à la semaine prochaine si vous le voulez bien. C'était la Calling Station numéro 32. Ciao. Calling Station. Calling Station. Calling Station.